Du coup, on va attaquer sur une enquête qu'on a pu mener entre la Fédération française des 10 et Poppins. C'est un projet qu'on a mené depuis 6 mois maintenant qui a pour but de récolter et de mettre à jour des données qui dataient de 2015, maintenant, dans la dernière enquête de la FF10, qui est la synthèse de retours qui sont faites par les familles vues au quotidien. Voilà. Donc on va refaire un test si la salle suit. Quand je dis jingle... Alors, c'est bon. Parfait. Donc là, c'est une redite, mais en gros, l'association, le partenariat qu'on a créé avec Poppins, il est né pendant le confinement, en mars 2020. Je sais que la plupart d'entre vous étaient à ce moment-là. Tout le monde était enfermé, avait des interdictions de sortir. Et à ce moment-là, François nous a contactés en disant « J'ai quelque chose à tester, c'est le moment, sur des tablettes ». Et donc, c'était basé sur la musique. Et on avait vraiment confiance parce que tout simplement, on avait un membre du comité scientifique de la fédération qui avait œuvré, cherché, c'est Michel Habib qui est ici présent. Ce lien avec la musique était important. Et donc, du coup, les yeux fermés, Michel, la FF10 a accepté de tester, voilà. Et donc on a fait des actions communes, notamment de réaliser une enquête qu'on va vous parler maintenant, ouais, François. Complètement, car si, avec la FF10 qui est représentative des familles, de l'autre côté, nous, notre boulot, ce qu'on essaie de faire à Poppins, c'est de faire de la recherche participative. Et du coup, au quotidien, on voit quand même, on ne voit pas les enfants, mais on a des milliers d'enfants du coup, qui utilisent différents dispositifs. Et en faisant ça, on a aussi beaucoup de retours de familles. Donc c'était un peu l'objet du jour, d'arriver à synthétiser tout ça. Voilà, on va vous la présenter et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont répondu. Alors, il y a évidemment des biais de sélection, donc le but étant de voir si ces ressentis familles étaient aussi se remonter au quotidien auprès de la FF10. Voilà, et on s'aperçoit qu'il y a des grands-parents qui ont répondu, des enseignants et également des oncles et des tantes. Donc pour voir que c'est vraiment une problématique qui tient à cœur les familles. Donc moi je suis toujours désolée de dire que c'est toujours un parcours du combattant, c'est ce qui ressort dans l'enquête. Même s'il y a des choses qui se mettent en place, il ne faut pas voir tout en noir, mais ça ressort, c'est-à-dire pour obtenir un diagnostic, des aides, et puis une grande solitude. Donc Internet, c'est vrai que beaucoup de gens vont sur Internet, trouvent des informations des associations membres de la fédération, et donc c'est vrai que si vous voulez rejoindre les associations pour avoir un accompagnement personnalisé, on en reparlera. Il ne faut pas hésiter à le faire parce qu'en fait, Internet, les blogs, ça ne fait pas tout. Donc, ressort également, et de manière prégnante, qu'il y a une baisse de l'estime de soi. Mais ça, ce n'est pas un scoop, hein, c'est pour tous les troubles 10, les chercheurs le montrent, qu'il y a beaucoup de difficultés dans le monde scolaire, les moqueries, le harcèlement. On avait fait une enquête en 2018 et ça avait été criard avec des témoignages vraiment poignants. C'est-à-dire que quand une famille interroge, on va dire son fils ou sa fille, sur 10 ans passés dans le milieu scolaire, il y a moins eu 2, 3 voire 4 fois. Il y a des années avec et des années sans. Voilà, et c'est vraiment très douloureux, et pourtant on y passe au moins 15 ans dans l'école. Également l'accompagnement au devoir, où c'est des temps de conflit avec les enfants, et ça ressort de manière prégnante également. Et bien évidemment, nous avons la fameuse constitution du dossier MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, qui reste... des familles disent, une fois que je l'ai fait une fois, je suis tellement épuisée que je ne refais pas. Et donc, et malheureusement, il faut parfois faire des recours pour obtenir ce qu'on voulait au départ.
On en parlera avec Elvire dans la matinée qui a fait une enquête là-dessus. La recherche de professionnels de santé, on en parlera à la table ronde, qui reste le noyau un peu dur, surtout quand il faut chercher un libéral proche de son domicile. Et ensuite, l'accompagnement, l'organisation du planning de la semaine, enfin bref, ça reste quand même important puisque François va le dire, quand c'est que les rééducations ont lieu. Et vous le savez, c'est pas forcément en temps masqué, c'est-à-dire c'est en dehors du temps scolaire. Donc beaucoup de charge mentale, et elles ont répondu à la question. Diriez-vous que c'est un poids de gérer la rééducation de votre enfant ? 9 fois sur 10, la majorité ont dit oui, c'est vraiment un poids. Voilà, c'est... Donc, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais je pense que c'est pas un scoop. Non, hein. Enfin, sauf si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est super à la maison, voilà. Voilà, c'est dur, les premières années c'est dur, et après ça se relâche un peu. Il ne faut pas non plus dire que c'est l'enfer tout le temps. On a des jeunes adultes dans la salle qui sont super épanouis maintenant. Un deuxième élément qui est ressorti, c'est la question du temps dédié également, avec en moyenne 6 heures par semaine pour accompagner l'enfant. Ça se traduit du coup par un investissement de temps, un investissement de kilomètres qui sont faits en voiture, et une charge mentale du coup qui aussi crée potentiellement des déséquilibres entre vie professionnelle et vie familiale. Et comme Nathalie le mentionnait tout à l'heure, à 95% en tout cas dans cette enquête, assumée par les mamans. Donc, c'est des mamans qui ont répondu, elles se sentent très concernées, donc c'est elles qui ont cette charge majoritairement. Elles ont répondu. Il y a un impact sur, on va dire, la vie professionnelle des familles. Ça, on l'avait déjà vu dans une enquête qu'on avait sur l'accès au MDPH avec les AESH, les anciens auxiliaires de vie, où les mamans réduisent leur temps, passent au 4/5e, une fois sur 2, font des pauses professionnelles, presque 30%, et voire presque 20% disent qu'elles sont passées, travaillent 3 jours sur 5. La scolarité. Alors, vous savez qu'il y a eu une grosse... le redoublement, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, je crois que c'est sous son air, a dit, le redoublement, c'est à la main de l'école maintenant. Les parents n'auront plus rien de dire. Bon, il se trouve que nous, ça nous a un peu affolés parce qu'on déjà en redoublé. 2 fois plus que les autres. Donc on s'est dit, s'ils mettent encore plus de redoublement, ils vont arriver à je ne sais pas quel âge au bac s'ils y arrivent. Donc vraiment, là, on a été entendus, je crois, et ils ont bien mis une mention, ça ne concernera pas les troubles 10. C'est-à-dire, il faudra vraiment le surveiller et nous alerter. N'hésitez pas à nous dire, mais en plus, on va redoubler la grande section, on va redoubler arriver avec 2 ans de retard au collège, on redouble au collège et on redouble ici. Donc ça fait 4 ans, ça fait beaucoup. Toutes les études de nos chercheurs et du comité scientifique de la FLI disent que le redoublement ne sert absolument à rien, mais absolument à rien pour les 10. Ça n'aurait pas, à part d'avoir l'estime de soi, l'échec, très tôt, on leur dit vous êtes mauvais, vous allez redoubler, vous êtes maintenu dans la classe. On vous maintient quelque part. Donc c'est vécu par les jeunes comme une double peine, quoi, en gros. Hein. Voilà. Donc ça, c'est revenu. Donc on a la notion d'échec est massive. Ensuite, on a voulu regarder s'il y avait des dispositifs d'appui. Alors, c'est vraiment, est-ce qu'il y a de l'aide à l'école ? Donc, on a 51% des parents qui ont répondu qu'il y avait eu de l'aide, mais qui avait été difficile de les mettre en place. C'est-à-dire que vous obtenez le fameux plan d'accompagnement personnalisé ou le projet personnalisé. Mais après, une fois que c'est signé, vous êtes tous contents, tampon, qu'est-ce qui se passe dans la classe ? Et c'est là qu'il y a un gap. Voilà.
Donc il y a cette aide, mais il ne faut pas relâcher, ou il ne se met pas du tout en place, ou insuffisamment. Voilà. La moquerie et le harcèlement est revenu, et les devoirs, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une source de conflit et qui est assez douloureux le soir après l'orthophoniste, parce qu'il faut bien caser l'orthophoniste des fois. Voilà. La prise en charge de la scolarité. Donc, on a voulu regarder. Vous savez que maintenant, l'école doit s'ouvrir. C'est-à-dire que vraiment, il y a des textes de cette année qui permettent aux professionnels de santé de rentrer dans l'école. C'est-à-dire pour soulager aussi l'organisation et l'enfant. C'est-à-dire certains prennent des taxis pour aller à l'orthophoniste. Et donc là, on a regardé et on s'est dit, tiens, par rapport à il y a 20 ans, ça a évolué. C'est-à-dire qu'il y a 33%, un tiers des enfants qui ont répondu dans cette enquête ont des séances pendant le temps scolaire. Et nous, on trouve que c'est un bon début. Ça veut dire que ça se fait. L'ergothérapeute rentre quand elle est autorisée à rentrer, mais en fait, il y a bien cette volonté d'avoir des rééducations pendant les temps scolaires, y compris avec les orthophonistes. Et donc, évidemment, après, c'est plutôt... le reste se fait après l'école, le mercredi, sur les temps de loisirs. Le dernier volet qui nous a intéressé, c'est la question du parcours de santé. De la même manière, c'est pas un scoop que trouver une place chez une orthophoniste, c'est compliqué. Donc on a voulu aussi reprendre ça en mettant en avant les premières détections régulièrement faites au niveau de la famille et des enseignants. Et dans la slide après, ce qui va nous intéresser, ça va être la question de l'accès aux prises en charge. Ce qu'on voit dans l'extrême majorité des cas, dans 79%, c'est qu'il y a malheureusement toujours, énormément de difficultés pour avoir accès aux soins, en l'occurrence principalement aux orthophonistes en ce qui concerne cette étude. La disponibilité pour les professionnels de santé, des coûts qui restent à charge. Globalement, quand on pose la question aux familles, est-ce que vous considérez que la prise en charge est adéquate ? 67% nous répondent non. Donc, de la même manière, Nathalie le disait tout à l'heure, tout ça c'est pas un scoop, malheureusement. L'idée étant là de remettre des données à jour et remettre que aussi le problème est toujours aussi présent sur le territoire. Un dernier élément qui concerne les prises en charge et l'intensivité des prises en charge. On a déjà du mal à avoir accès à des professionnels de santé. On ne parle pas encore de rééducations qui sont intensives, et c'est un peu ce qui ressort de cette enquête avec une majorité de séances de rééducation qui ont lieu à horizon de 1 fois par semaine. Et là où on aimerait, entre guillemets, pousser vers des interventions qui soient intenses pour accompagner l'enfant vraiment le plus possible dans ces semaines. Vous êtes trop fort.